Allez, bonsoir à tous. On va commencer ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints pour donc ce webinaire sur le contexte énergétique de la France pour cet hiver et puis sur la rénovation des logements. C'est un webinaire qui vous est proposé par Rénofuté, qui est le service public de la rénovation énergétique en Ardèche, avec le concours de la communauté de communes de la Draga, du Rhône aux gorges de l'Ardèche. Donc je suis ce soir avec Jessia Fédolière de la Draga. Bonsoir Jessia. Bonjour, bonjour à tous. Et elle va surveiller avec moi pendant ma présentation le chat pour voir les questions que vous avez. Donc au cours de la présentation, vous pouvez poser librement vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, lever la main. Normalement, vous avez la petite option sur votre écran. Et nous, on voit ça et après, on peut vous donner la parole pour que vous posiez votre question. Je vous invite dans le reste du temps à garder votre micro fermé pour pas qu'il y ait des bruits alentours qui puissent déranger la présentation. Eh ben, sauf si Jessia, tu veux rajouter un mot. Mais non, c'est parfait. Juste l'option lever la main, elle se trouve dans le petit onglet en bas de votre écran dans réaction. Voilà, si vous souhaitez prendre la parole pour intervenir, pour demander à préciser quelque chose ou réagir face à un élément, n'hésitez pas. Voilà, c'est parti. Merci, c'est parti. Alors, on va parler ce soir contexte énergétique, rénovation des logements. Ce qui nous a poussé à faire ce webinaire, c'est qu'on entend beaucoup parler de coupures, risque de coupure sur le réseau électrique français, un peu tous les jours à la radio. On voulait faire un peu le point là-dessus et également sur l'actualité énergétique. On subit aujourd'hui une augmentation importante du prix des énergies. Quelles en sont les raisons? Comment sommes-nous protégés par le bouclier tarifaire qui est mis en place par l'État? Et après, dans la suite, le prix des énergies ne va certainement pas baisser, il ne va faire qu'augmenter. Comment on peut agir pour se prémunir de ça? Donc, c'est un peu les enjeux de la rénovation énergétique. Nous, c'est le sens de l'accompagnement qu'on porte avec Rénofuté. Et cet accompagnement à la rénovation, il est aussi porté par le territoire, par la communauté de communes du Rhône aux gorges de l'Ardèche, avec un accompagnement spécifique dont je vous parlerai en fin de présentation. Donc, au programme des infos, mais aussi des échanges. Donc, ce que je disais en début de présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau, au fur et à mesure de la présentation. Alors, l'électricité en France. J'aime bien cette graphique-là. C'est issu de RTE, donc Réseau de transport électrique, qui, en fait, au fur et à mesure de l'année, publie d'où vient l'électricité qui est produite en France. Donc, on va décortiquer un peu ce graphique-là. Donc, il s'agit de la semaine dernière, là, du 5 décembre au 11 décembre 2022. On voit que la grosse partie de l'électricité qui est produite, en jaune, c'est du nucléaire. Donc là, on a les pourcentages à droite, c'est 63%. Ensuite, on a le gaz pour 13%, c'est la partie en rouge. Le bleu, c'est l'hydraulique pour 12%. Ensuite, on a le solaire, c'est les bandes qui sont oranges. Donc, on voit au fur et à mesure des jours, à chaque fois, le solaire qui produit en milieu de journée, chaque fois quand il y a du soleil. Là, par exemple, on voit que la journée du 10 décembre, il n'y a pas eu de soleil. Il n'y a pas de production solaire. Il y a un peu de production éolien et un peu de charbon, un peu de bioénergie et un peu de fuel. Là, très peu, juste on voit à la fin de la journée du 11 décembre, là, il y a une petite bande violette en haut à droite. Ce qu'on peut observer aussi sur ce graphique, c'est la consommation typique d'une journée en France. Il y a un plateau en début de journée, 8h, 13h, et il y a une pointe le soir, 18h, 20h, quand les gens rentrent chez eux. Donc si on zoome sur une journée, donc par exemple la journée du mardi 13 décembre, ça donne ça. Donc juste pour avoir un aperçu du zoom. Sur 2021, qu'est-ce que ça donne? Sur 2021, l'électricité qu'on a produite en France, c'est à 70% du nucléaire, à 12% de l'hydraulique, 7% thermique fossile, donc ça comprend tout ce qui est centrale à gaz, charbon et fuel, 7% d'éolien, 3% de solaire et 2% de thermique renouvelable et de déchets. En tout, ça fait 522 TWh. Pour autant, on a consommé en 2021 seulement 472 TWh. Térawattheure, c'est une unité d'énergie. Donc, quand on a un radiateur de 1 kW qui fonctionne sur 1 heure, ça fait une énergie d'1 kWh.
Si on a 1000 radiateurs d'1 kW qui fonctionnent sur une heure, ça fait 1 mégawattheure. Et si on en a 1 million, ça fait 1 gigawattheure. 1 milliard, 1 térawattheure. Voilà, donc c'est une quantité d'énergie importante. Vous voyez là qu'il y a une différence entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des interconnexions avec nos pays voisins. Donc la France, sur 2021 et même depuis des années, elle est exportatrice nette d'électricité. Donc là, on le voit sur le graphique de droite, on exporte de l'électricité à la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, et par contre, on en importe d'Allemagne. Donc ce qui fait que sur 2021, on a exporté en tout 43 TWh en solde, quoi, en différentiel import-export. Et alors là, j'ai mis ça plus pour l'information, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on est exportateur net d'électricité vers l'Occitanie. Donc quand vous croiserez vos copains du Gard, vous pourrez leur dire comment on produit leur électricité. Alors, la grande source d'information pour les perspectives pour le système électrique sur l'hiver 2022-2023, c'est une étude de RTE, donc Réseau de transport électrique, qui a été alerté dans l'été qu'il y aurait des problèmes, mais même ils le savaient déjà d'avant, sur la sécurité d'approvisionnement du réseau électrique. Et donc, ils ont sorti une grande étude qui a été publiée le 14 septembre. C'est un rapport de 100 pages. Et ils vont mettre à jour cette étude tous les mois. Donc, il y a eu une actualisation en octobre, une actualisation en novembre. Là, c'est dommage, l'actualisation de décembre n'est pas encore parue. Elle devrait paraître dans les jours qui viennent. Et donc, sur cette étude perspective pour le système électrique, ils analysent en fait les différents facteurs qui concourent à la production d'électricité en France, donc le nucléaire, l'hydraulique, le gaz, etc. Et qu'est-ce qu'il en est de leur sécurité d'approvisionnement pour l'hiver. Et donc, ils font une analyse de risque. Ils évaluent le risque qu'on a de subir des coupures d'électricité. Ils détaillent aussi les moyens de sauvegarde qu'il existe. Et donc, je vais vous présenter un peu le résultat de cette étude pour démystifier un peu ces coupures et comment ça se fait qu'on en arrive là et quel est le risque réel de coupure du système électrique. Alors, il faut commencer par la consommation, parce que si on produit de l'électricité, c'est parce qu'on en consomme. En jaune, vous avez l'historique 2014-2019 de la consommation sur une année. Donc, on voit qu'on consomme bien plus d'électricité sur les mois de janvier et décembre que sur les mois de mai à octobre. Alors, il y a 2020 et 2021 qui ont été séparés, essentiellement pour les raisons liées au Covid. 2020, vous voyez, c'est en bleu clair. Et sur les mois de mars à mai, on a une baisse drastique de la consommation qui est liée au mois du confinement. En rouge, ce qui nous intéresse, c'est 2022. Donc, la consommation 2022, c'est issu donc de la réactualisation de novembre de l'étude de RTE. On a une baisse structurelle de la consommation d'électricité sur ces derniers mois, là, depuis septembre. Alors, c'est une baisse qui est corrigée des variations climatiques, c'est-à-dire qu'ils corrigent avec les données météo. Ils font ça à données météo équivalentes pour pas être piégés sur des années plus froides. Et donc, toujours est-il qu'on a une baisse de 5 à 7% de la consommation d'électricité. Donc ça, pour RTE, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait qu'on a moins de risques de sécurité d'approvisionnement sur l'électricité. Alors, je suis allé chercher là dans leur synthèse hebdomadaire, parce qu'ils font une synthèse même hebdomadaire sur leur site internet. Cette diminution de consommation, elle s'accentue puisqu'elle est de 9% sur les 4 dernières semaines. Et même sur la dernière semaine, elle est de 9,7%. Donc quasiment 10% de consommation en moins par rapport aux années à l'historique pré-Covid, 2014-2019. Donc là, on voit la structure de la consommation d'électricité française en fonction d'une semaine. En fait, il y a une baisse le week-end. C'est ce qui explique ces vagues-là. Alors, un gros point central de l'analyse de RTE, c'est le nucléaire. Le principal point qui fait qu'on est en manque d'électricité pour cet hiver, c'est la disponibilité du parc nucléaire. Vous voyez sur l'enveloppe grise là, du premier graphique, c'est la puissance disponible nucléaire sur 2010-2019. Donc on voit qu'on a à peu près entre 55 et 60 gigawatts disponibles l'hiver et qu'on tombe l'été à 40-50 gigawatts parce qu'on essaie de rassembler les maintenances l'été pour avoir une plus grande disponibilité durant l'hiver. Et là, cette année, en 2022, donc on a une disponibilité du nucléaire qui est très faible. Elle est de 25 gigawatts. Elle était de 25 gigawatts en septembre, là, au lieu de 40 normalement. Donc ça, à quoi c'est dû? C'est dû à 3 principales raisons. C'est qu'on est dans un planning de grand carénage où on prolonge la durée de vie des réacteurs de 40 à 50 ans. Donc il y a des opérations de maintenance décennale qui sont en cours.
et qui ont été décalés à cause du Covid. Donc ça a induit une perturbation sur le planning de maintenance qui se répercute sur 2022. On a également un problème de corrosion sous contrainte, vous en avez peut-être entendu parler, qui a été détecté récemment et qui est en train d'être corrigé. Donc il y a des travaux en cours sur une bonne partie des réacteurs liés à ce problème-là. À partir de ce manque de disponibilité du parc nucléaire, RTE, ils ont fait des prévisions. Donc là, c'est la vision centrale en rouge du 1er septembre, c'est-à-dire que le 1er septembre, ils ont essayé d'évaluer à quel rythme les réacteurs vont être remis en service. Et donc, ils ont estimé qu'on allait pouvoir remettre petit à petit des réacteurs en service pour passer la pointe de janvier. En fait, il y a eu des mouvements sociaux dans les installations nucléaires, ce qui fait qu'il y a eu un peu de retard sur le planning de maintenance. Et donc, ça a conduit à la nouvelle vision, qui est en violet, de RTE, qui est un peu plus pessimiste que sa vision de septembre. Donc là, on a un effet qui est plutôt négatif pour RTE, c'est-à-dire qu'il y a moins de disponibilité du parc nucléaire, donc moins de production d'électricité que prévu initialement. Et en plus, beaucoup moins que les années précédentes, parce qu'ils estiment par exemple à la pointe qu'on aura un peu plus de 40-45 gigawatts, alors que normalement on en a 55 à 60 de disponibles. La production hydraulique, ça c'était une grosse alerte de RTE lorsqu'elle a sorti son rapport en septembre. Avec la sécheresse de cet été, on avait un stock hydraulique qui était bien plus faible que les années précédentes. Donc en 2022 par rapport à la moyenne qui est en bleu là, de 2015-2021. Bonne nouvelle, ce retard a été rattrapé. Donc avec la pluie qu'il a fait là en octobre-novembre, on a rattrapé notre stock hydraulique traditionnel, ce qui fait que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la production hydraulique en France. Le gaz, on a vu nucléaire, hydraulique, gaz. Le gaz, c'est un des moyens qui concourent à notre production d'électricité en France. On a eu une consommation de gaz élevée en 2022 par rapport aux autres années. Donc ça, c'est lié au manque de disponibilité de notre parc nucléaire et hydraulique. On a des stocks de gaz qui sont pleins en France au 15 novembre. Donc ça, c'est une étude de GRT Gaz qui a fait une conférence de presse début septembre sur le sujet. Et RTE nous alerte sur une inquiétude qui aurait plutôt lieu sur février-mars et sur l'hiver prochain. Parce que bon, on a nos stocks pleins, mais quand même, il faut qu'on importe du gaz durant l'hiver pour produire de l'électricité et aussi pour produire du chauffage et même pour notre industrie. Il me semble que nos stocks de gaz, ils couvrent un tiers de notre consommation à peu près. Donc il faut quand même qu'on en importe au cours de l'hiver. C'est pour ça qu'RTE place une inquiétude plutôt sur la fin de l'hiver et sur l'hiver prochain. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après la guerre en Ukraine? Avant, on importait du gaz, donc de Norvège, de Belgique, d'Allemagne, et par nos terminaux méthaniers. Donc ça, c'est du GNL, du gaz naturel liquéfié. Maintenant, on n'importe plus de gaz de Belgique et d'Allemagne, parce qu'il y a des sources d'approvisionnement depuis la Russie qui sont coupées. Donc, on a augmenté nos importations de GNL, donc qui se font par bateau, par nos terminaux méthaniers. Et alors, on a un accord avec l'Allemagne, c'est que maintenant, on exporte du gaz vers l'Allemagne, et en retour, eux, ils nous fournissent en électricité. Donc avant, la France, elle était exportatrice nette d'électricité. Là, depuis le début de l'année 2022, on importe de l'électricité. Alors, il y a d'autres facteurs dans la production d'électricité française. Il y a bien sûr l'éolien, le solaire. Alors, quelques actualités sur ces sujets qui sont notées par RTE, c'est la mise en service du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Donc ça, c'est plutôt pour RTE. Ça concourt à notre sécurité d'approvisionnement. Et il y a un projet de loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable qui est en discussion à l'Assemblée nationale en ce moment pour favoriser l'installation d'éoliens et de panneaux solaires. Centrale au fioul et au charbon, c'est une grosse actualité en France. On a remis en service une centrale à charbon en Moselle. Elle avait été mise à arrêt en avril 2022. Et devant les craintes sur la sécurité d'approvisionnement électrique, on l'a remise en service. Et on a aussi rehaussé la durée de fonctionnement maximale des centrales à charbon. Normalement, elles n'ont pas le droit de fonctionner une certaine partie du temps pour limiter les émissions. Et là, dans le projet de loi de cet été sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, elles ont été autorisées à fonctionner davantage. Et ça, j'en parlais, les interconnexions. Donc, le graphique qu'on voit, c'est les exportations de la France. Donc 2019, 2020, 2021, on est exportateur net d'électricité. Et depuis 2022, là, on devient importateur d'électricité. Donc c'est le sens de notre accord avec l'Allemagne où on leur fournit du gaz en échange d'électricité. Pour favoriser nos interconnexions,
il faut augmenter nos capacités d'échange. Donc ça, c'est de la technique, c'est le voltage des lignes à la frontière des pays. Donc récemment, elles ont été augmentées avec l'Allemagne et l'Italie. Et enfin, ça dépend aussi du contexte énergétique européen, c'est-à-dire que si les autres pays européens n'ont pas de gaz pour faire tourner leurs centrales à gaz pour alimenter, pour produire de l'électricité, eh ben, on ne peut pas non plus en importer. Donc en fait, RTE, dans cette étude, ils se livrent à une analyse de risque. Pour ça, ils prennent des simulations météo, de Météo France. Donc ça, par exemple, c'est issu de leur actualisation de leur étude en novembre. Ils prennent une densité de probabilité des températures qu'ils risquent de faire le mois prochain. Et donc là, par exemple, ils estimaient qu'on allait avoir des températures sur fin novembre et début décembre au-dessus des normales de saison. Le grand trait en noir, c'est le normal de saison, c'est la médiane. Et en bleu, c'est les estimations en Météo France. Bon, alors parfois, ils se trompent, parce que ça, par exemple, c'est issu de la synthèse hebdomadaire de la consommation électrique. Et on voit qu'à partir de début décembre, on a des températures en bleu là qui sont bien en dessous de la médiane des normales de saison. J'ai essayé d'aller trouver sur Météo France le même graphique de densité de probabilité, mais bon, il n'y a que RTE qui y a accès visiblement. J'ai juste obtenu des probabilités qui sont pas très précises. Pour le trimestre hivernal à venir, Météo France estime une chance de 50% d'avoir des températures conformes aux normales de saison, 25% plus chaud, 25% plus froid. Donc il nous faudra attendre l'étude actualisée de RTE qui sortira probablement le 18 décembre pour avoir ces prévisions météo qui nous permettent d'estimer la consommation ensuite d'électricité dont on aura besoin cet hiver. Alors qu'est-ce qui se passe quand on manque d'électricité? Alors, normalement, pour assurer notre consommation, on peut faire appel à notre production pilotable. Donc ça, c'est le nucléaire, les centrales à gaz, les centrales à fioul, celles qu'on peut démarrer. Et la production non pilotable, c'est celle qui est fatale d'éolien, de solaire. On peut importer, et on a aussi un autre dispositif qui sert, lui, à diminuer la consommation, c'est les effacements. Il y a toute une série d'entreprises qui ont contractualisé avec l'État pour certains jours dans l'année, les 20 jours où il y a le plus de consommation, par exemple, ne pas faire tourner leur industrie et donc diminuer la pression sur le réseau. Alors, quand on est en situation de tension, il y a 3 dispositifs qui se mettent en application. Il y a l'interruptibilité. Donc ça, c'est des contrats spéciaux. C'est un peu le niveau 2 de l'effacement. C'est des entreprises, pareil, qui sont rémunérées pour en quelques secondes arrêter leur production et diminuer la pointe qu'il va y avoir. Deuxième action, c'est la baisse de tension. RTE peut baisser de 5% la tension sur le réseau. Donc ça fait diminuer la consommation globale au niveau national. Elle peut le faire que de 5%, ensuite ça dégrade le fonctionnement des moteurs, donc c'est aussi une baisse qui est limitée. Et le délestage, c'est ce qu'on veut éviter, c'est les coupures. Alors ces coupures, RTE, il parle un peu. Ce seraient des coupures organisées, donc ça veut dire qu'ils préviennent à l'avance, comme quand vous avez une maintenance d'Enedis. Temporaire, il limite à 2 heures, et tournante, jamais au même endroit. Ensuite, pour éviter ces coupures, RTE a lancé EcoWatt. EcoWatt, c'est un signal qui vise à donner la tension sur l'approvisionnement électrique. Donc il y a 3 couleurs, il y a vert, pas d'alerte, orange, système électrique tendu, donc incitation à faire des éco-gestes. Et rouge, on a un système électrique très tendu. Ça veut dire que sous 3 jours, RTE estime que notre production d'électricité ne va pas couvrir notre consommation et donc les coupures seront inévitables. Et donc RTE indique qu'il y a 2 périodes qui sont principalement critiques. C'est le matin de 8h à 13h et le soir de 18h à 20h. Ça, c'est une petite simulation qui est dans leur rapport. En cas d'hiver très froid, donc de type 2010-2011, dans leur scénario de base, ils estiment qu'il y a 45 heures où on aurait besoin de recourir aux moyens de sauvegarde. Donc, les moyens de sauvegarde, c'est l'interruptibilité, la baisse de la tension et le délestage. Et sur ces 45 heures, il y aurait 35 heures de délestage, ça veut dire 35 heures de coupure. Ils ont fait une variante sobriété, donc dans laquelle on est largement, parce si on respecte ces 10% de consommation en moins qu'on a vu là, si on continue sur cette tendance, on est largement dans cette variante sobriété de RTE, dans laquelle il n'y a plus que 12 heures de recours aux moyens de sauvegarde et délestage. Et après, ils font une simulation si les éco-gestes de l'alerte rouge EcoWatt sont respectés. À ce moment-là, on tombe quasiment à 0 heure de délestage. Il y a une alerte donc, que vous pouvez trouver sur le site de RTE, une alerte SMS, ou alors si vous avez l'application, pour vous alerter en cas de signal EcoWatt rouge. Donc, alerte 3 jours à l'avance.
Ça, c'est le tableau récapitulatif des différents scénarios de RTE. Donc, à gauche, il y a les prévisions climatiques, si on a un hiver chaud, donc type 2019-2020, si on est dans la médiane des simulations météo, si on a un hiver froid ou un hiver très froid. Et en haut, vous avez les différents scénarios. Donc, scénario intermédiaire, il est assez prudent sur le nucléaire, c'est-à-dire qu'il considère que la maintenance nucléaire va suivre son cours en intégrant quelques retards. Il y a le scénario dégradé, donc ça, c'est s'il y a des tensions sur le gaz au niveau européen qui fait on a une limitation des échanges électriques. Et le scénario haut qui considère que la remise en service des centrales nucléaires va bien se passer. Et en fonction donc de l'hiver et de ces différentes hypothèses sur notre production d'électricité, RTE estime le nombre de recours au signal EcoWatt et le nombre de recours aux moyens de sauvegarde. Donc il fait un cas de base et une variante sobriété. C'est pour ça qu'il y a eu des appels aux gestes de sobriété ensuite. Sur l'actualisation de l'étude de novembre, RTE estime qu'il y a un risque faible de recours aux moyens de sauvegarde sur fin novembre. Bon, ils ont eu raison, il n'y a pas eu ça en novembre. Un risque moyen sur décembre et un maintien de la vigilance avec vigilance spécifique sur le mois de janvier. Donc c'est pour ça que c'est dommage là qu'on n'ait pas l'étude de décembre qui se prononcera sur la sécurité d'approvisionnement pour fin décembre et début janvier. Donc tous les mois, il va y avoir cette actualisation des prévisions de RTE sur la sécurité d'approvisionnement électrique. Alors, les éco-gestes. RTE disserte beaucoup dessus dans son rapport. Réduire la température du chauffage, c'est une des premières mesures, parce que avec la part de chauffage électrique qu'il y a en France, ça représente une consommation qui est assez importante. Donc RTE rappelle qu'une baisse de 1 degré, c'est 7% d'économie d'énergie. Donc avec un conseil de température dans les pièces occupées à 19 et moins dans les pièces inoccupées. Généraliser l'éclairage LED, alors ça m'a un peu surpris. Je ne pensais pas que ça avait tant d'importance, mais le graphique en bas à droite, là, il présente le pic, l'appel de puissance en 2016 et en 2021 avec toutes les éclairages LED, enfin la moitié des éclairages qui ont été remplacés en LED. Il y a quand même une diminution significative de l'appel de puissance journalier grâce à ce remplacement. En plus des mesures d'économie d'énergie qui peuvent avoir lieu tout le temps, il y a les mesures de consommation au meilleur moment. Donc ça, il s'agit en fait de réduire l'appel de puissance au moment de la pointe, 8h, 10h et 18h, 20h. Ça, c'est la pointe des chauffe-eau. C'est la douche le matin, la douche le soir. Le chauffe-eau qui n'est pas sur heure creuse, il se lance tout de suite après pour réchauffer l'eau qui a été consommée. Et donc, RTE incite à placer son eau chaude sanitaire sur heure creuse pour éviter cette pointe. Et également décaler certains usages domestiques de type lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge en dehors de ces pointes-là. Et enfin, en cas de signal éco-watt rouge, RTE préconise des mesures donc, de réduction ponctuelle supplémentaires. Donc, baisser encore la température d'1 degré pendant les heures de pointe, décaler encore les usages hors de ces plages-là, modérer l'utilisation des appareils de cuisson. Alors, RTE analyse que ça peut avoir une influence assez importante. Donc, décaler sa cuisson hors de ces plages, c'est pas le moment de faire un pot-au-feu, plutôt se faire cuire des pâtes, et ne pas lancer sa pyrolyse du four à ce moment-là. Et enfin, ça m'a aussi surpris, éteindre les lumières dans les pièces non occupées. En fait, RTE calcule que si chaque foyer éteint une lumière, une ampoule au moment de la pointe, ça fait un gain significatif qui permet d'éviter les coupures sur ce moment-là. Donc voilà, là, il synthétise avec la consommation typique en gris avec le pointillé noir d'une journée. Donc il y a le plateau du matin et la pointe du soir, c'est les deux moments un peu critiques. Il y a donc les gestes pour économiser de l'énergie, applicables tout le temps, les gestes qui permettent de consommer au meilleur moment, donc de réduire ce plateau du matin et cette pointe du soir, et en cas d'extrême urgence, éco-watt rouge qui permet également de diminuer cette pointe pour ne pas subir de coupure. Donc, je n'ai pas énuméré tous les éco-gestes dont parle RTE, il y en a bien plus dans leur rapport qui est assez exhaustif. Et le gaz. Parce que c'est vrai que c'est une question assez importante. Là, on a parlé d'électricité, de sécurité d'approvisionnement en électricité. Mais il y a vraiment la question du gaz. Alors, pas tant directement pour la France, parce que nous, on est assez peu dépendant du gaz russe. Il n'y avait que 17% de nos importations de gaz qui étaient russes en 2020. Et même notre mix électrique, il dépend assez peu du gaz. Mais comme on a vu qu'on était importateur net d'électricité depuis 2022, bah en fait, on dépend de la capacité des autres pays à produire de l'électricité à partir de leur gaz.
Et donc, on se demande un peu, si on manque de gaz, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'envoie pas le gaz vers les centrales? Est-ce qu'on arrête les grands industriels qui produisent du gaz? Donc ça, c'est des questions qui sont soulevées par le rapport RTE, qui insiste sur le fait que les éco-gestes sur la consommation d'électricité se répercutent sur le gaz, puisque moins d'électricité à produire, c'est aussi moins de gaz à utiliser pour faire tourner les centrales à gaz. Et donc, on attend l'analyse prochaine de RTE pour savoir ce début d'hiver là qui a été plus froid que les normales de saison, à quel point ça a entamé nos réserves de gaz et notre capacité à produire de l'électricité à partir du gaz pour la suite. Alors, c'est le moment où on va parler un peu de prix des énergies. Je ne cache à personne que le prix enfin, je n'apprends à personne que le prix du gaz et de l'électricité ont augmenté fortement récemment. Alors, c'est pas lié uniquement à la guerre en Ukraine, c'est déjà d'avant. Donc là, on voit que ça commence à monter début 2021. En fait, c'est la reprise post-Covid. C'est les économies mondiales se réveillent et ont besoin de gaz pour produire tout un tas d'objets, faire tourner des industries. Et donc, le prix monte. La guerre en Ukraine s'ajoute par-dessus, ce qui continue à induire une augmentation du prix du gaz. Mais alors, pourquoi ça fait monter le prix de l'électricité? C'est ça la question. Parce qu'en France, si on n'a que à peu près 12%, on a vu au début de notre électricité qui est produite par du gaz, on peut se demander comment ça se fait que le coût de l'électricité a aussi augmenté. Alors en fait, le prix de l'électricité est lié au prix du gaz. On va voir comment là dans les prochaines minutes. Déjà, le prix de l'électricité, il est divisé en trois parties, trois tiers à peu près. Donc il y a un tiers qui est la fourniture. Donc ça, c'est le coût de production de l'électricité à proprement parler, ou alors son coût d'achat sur le marché. Il y a le coût de transport, ça c'est les réseaux. C'est donc le transport en haute tension par RTE et en basse tension par Enedis. Et ensuite, il y a des taxes. Et c'est donc ce coût de la fourniture qui varie et qui peut être indexé sur celui du gaz. Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher un peu sur le marché de gros. Donc le marché de gros, c'est là où s'échange l'électricité en France. Donc on a d'un côté la production nucléaire, la production hors nucléaire et les importations. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est la consommation, les exportations, les pertes sur le réseau. Et je ne parle pas du pompage, c'est un peu un détail. Donc, quand un producteur d'électricité veut vendre son électricité, il faut savoir qu'il a deux coûts. Il a ses coûts fixes, donc ça c'est le coût de l'installation de la centrale, le coût de l'installation de l'éolien, et il a des coûts variables. Le coût variable, c'est soit l'achat du combustible, l'achat de l'uranium, l'achat du gaz, l'achat du charbon, ou alors faire passer un technicien sur l'éolien pour la réparer, pour les gestionnaires de réseau qui s'assurent que l'électricité éolienne va bien sur le réseau. Et en fait, quand on a besoin d'électricité en France, on appelle les moyens de production successivement en fonction de leur coût marginal. Alors le coût marginal, c'est le coût variable d'une unité de production supplémentaire. C'est-à-dire j'ai ma centrale qui tourne et c'est le coût que ça me demande de produire 1 kWh d'énergie en plus. Donc pour les énergies renouvelables, ce coût marginal, il est quasiment nul. Ça me coûte quasiment rien de produire 1 kWh de solaire, 1 kWh d'éolien en plus. Pour le nucléaire, comme les coûts fixes, c'est les coûts fixes qui sont très importants de construction des centrales. Une fois qu'elles sont construites, le coût de l'uranium n'est pas très important par rapport au kilowattheure produit. Et enfin, ce qui me coûte le plus cher, c'est le gaz, le charbon, le fioul. Et ce qui se passe, c'est que le prix de l'électricité globale, c'est le prix de la dernière centrale appelée. Donc ça veut dire, même si je produis que 10% de mon électricité avec une centrale à gaz, eh ben en fait, mon prix total de mon électricité, il sera indexé sur le prix du gaz. Donc c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le marché de l'électricité. Alors il y a plein de remises en question qui existent de ce marché, il y a même des discussions au niveau européen pour le réformer, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que quand le gaz augmente, l'électricité augmente. Alors face à ça, il y a un bouclier tarifaire qui a été mis en place par l'État. Donc sur le gaz, le prix du gaz au tarif réglementé, il est bloqué depuis le 1er novembre 2021. Et il va subir une augmentation de 15% début 2023. L'électricité, l'augmentation elle a été bloquée à 4% au 1er février 2022 et elle va subir une augmentation de 15% au 1er février 2023.
Alors, ce bouclier tarifaire, qui est-ce qui concerne? Il concerne tous les contrats qui sont au tarif réglementé de vente. Donc, c'est les tarifs qui sont proposés par le fournisseur historique, donc EDF pour l'électricité ou Engie, ex-GDF pour le gaz, ou alors par les entreprises locales de distribution, ELD. Donc ça, c'est par exemple Électricité de Strasbourg ou Électricité de Grenoble. Il y a des entreprises locales qui peuvent proposer des contrats au tarif réglementé de vente. Il y a plein d'autres fournisseurs qui peuvent proposer des contrats qui, eux, sont indexés sur le tarif réglementé de vente. À ce moment-là, c'est précisé sur votre contrat. Et il y a aussi, ça a été régulé par un arrêté en début 2022, tous les logements qui sont chauffés par un chauffage collectif au gaz. Alors attention à vos offres d'électricité et de gaz. Toutes les offres qui sont dites de marché, elles ne sont pas soumises au tarif réglementé de vente. Et moi, j'avais encore des particuliers en rendez-vous il y a 2 semaines qui avaient une offre d'Engie qui était une offre de marché, donc qui n'était pas une offre au tarif réglementé de vente et qui se prenait une augmentation de quasiment 50% du prix de l'électricité. Donc ça, il faut bien faire attention à son contrat d'électricité et de gaz pour voir qu'on soit bien au tarif réglementé de vente. Et après, donc là, on a une situation qui est un peu critique pour l'hiver 2022-2023, mais RTE estime que c'est avec les mesures de sobriété, on devrait passer l'hiver sans coupure. C'est plutôt pour la suite que c'est un peu inquiétant. Et c'est une étude du Shift Project, donc c'est une association qui réalise des études sur l'approvisionnement en pétrole, l'approvisionnement en gaz. Et ça, c'est une étude qui leur a été commandée par la direction stratégique du ministère de la Défense sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Donc ce graphique-là, c'est les importations de gaz par continent, donc l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Donc on voit que c'est surtout l'Europe et l'Asie qui importent du gaz depuis 2012 à 2022. Et en fait, pour la suite, il est prévu que l'Asie importe beaucoup, beaucoup plus de gaz. Donc c'est essentiellement avec la croissance des économies de l'Inde, de la Chine, qui va augmenter sa demande en gaz. La nôtre, c'est prévu qu'elle diminue lentement. Le problème, c'est que nous, nos réserves de gaz, elles s'épuisent. Donc essentiellement les gisements en mer du Nord qui sont dits matures, ça veut dire que plus de 50% du gisement est épuisé. Et ça, c'est un peu le graphique central de leur étude, alors qui est un peu compliqué à comprendre. On va s'y attarder un peu. Si on regarde à gauche, en fait, c'est la courbe en haut, c'est la demande en gaz de l'Union européenne avec les différents fournisseurs. Donc en bleu foncé, c'est la production de l'Union européenne, donc essentiellement de la Norvège. En bleu clair, c'est les volumes de gaz naturel liquéfié qu'on importe. En jaune, c'est les gazoducs hors Russie, donc ça c'est essentiellement l'Algérie, l'Azerbaïdjan. Et en gris, c'est la Russie. Donc à date du trait noir, à date de 2022, c'est avec ces proportions-là qu'est constitué notre approvisionnement en gaz. Et tout le centre de l'étude, c'est d'essayer de se projeter, de se dire, bon, bah, dans les 30 ans à venir, 20-30 ans à venir, comment va évoluer notre demande en gaz et comment on va la satisfaire. Alors, il y a 4 scénarios. Il y en a un dont je ne vais pas trop parler, c'est la Croix-Rouge. Ça, c'est où serait notre demande en gaz dans le scénario d'urgence de l'Union européenne qui s'appelle Repower EU. Ça, c'est pour se sortir complètement de la dépendance au gaz de la Russie. Ils avaient envisagé ce scénario, mais qui n'est pas très réalisable. Il y a la Croix jaune qui est le scénario Fit for 55, donc qui en fait vise une réduction de 40%, je crois, de notre consommation d'énergie totale en 2030 en Europe, donc qui est assez ambitieux. La première ligne en orange au-dessus de la zone assurée, c'est le scénario de Rystad Energy, donc c'est une agence d'intelligence économique, c'est là-dessus que s'est basé le Shift Project pour faire leur étude. Eux, ils prévoient une diminution lente de nos besoins en gaz. Et enfin, le scénario tout en haut, la petite ligne en orange avec la zone assurée violette, c'est consommation identique à 2021. Les zones bleues, bleu clair, jaune et grise, c'est ce qu'on peut espérer avoir comme production de gaz en Europe, les importations de gaz naturel liquéfié, les volumes contractés de gazoducs et les contrats qui nous restent avec la Russie, ce qui nous reste un peu des contrats avec la Russie, malgré la fermeture de Nord Stream 1, la ligne de gaz. Et on voit que si on se base sur le scénario de diminution lente des besoins en gaz de l'Union européenne, il nous faut trouver toute la zone assurée en orange de gaz pour satisfaire ces besoins. Donc ce graphique, il montre que quand même, là, dans les prochaines années à venir, on aura une diminution nette de nos importations en gaz qui va être forcée, quoi, à moins de trouver d'autres approvisionnements.
ce qui n'est pas gagné. Et il pointe un point important, c'est que pour 2025, la Chine a 100% de ses contrats de gaz validés. Donc, en comptabilisant l'augmentation de consommation de la Chine, eux, ils ont déjà contractualisé 100% de leur contrat en gaz. Parce qu'un contrat en gaz, on peut le contractualiser pour 2 ans, pour être livré dans 2 ans, pour être livré dans 10 ans, etc. Nous, si on a toujours nos contrats russes, on en a contractualisé 87%. Et si on n'a plus nos contrats russes, on en a contractualisé 61%. Donc on voit en fait avec ces pourcentages que la Chine et l'Asie de l'Est, ils sont bien mieux sécurisés que nous du point de vue de leur approvisionnement en gaz. Et nous, il va nous falloir trouver d'autres sources d'approvisionnement en gaz si on veut pouvoir répondre à la demande qui est prévisionnelle. Ce petit graphique pour rappeler que la production mondiale de gaz, elle va bientôt entamer son déclin. La production conventionnelle, on est sur un plateau, donc qui va diminuer à partir de 2030. Et la production non conventionnelle, donc c'est essentiellement le gaz de schiste américain, va aussi atteindre un plateau autour de 2030, puis va décroître. Donc voilà, ces petits graphiques issus de l'étude du Schist Project pour rappeler que la contrainte d'approvisionnement en gaz, elle n'est pas que sur cet hiver, elle est vraiment pour le long terme. Et donc, ces prévisions plutôt inquiétantes sur le gaz et donc l'électricité, ça nous fait dire à nous, Renault Futé, qu'il faut se lancer dans déjà une analyse du contexte énergétique de l'Ardèche et surtout ensuite dans la rénovation des logements. Oui, j'avais mis cette petite slide sur le contexte énergétique en Ardèche pour rappeler que 40% de la consommation d'énergie, c'était dû au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, et que dans un logement, 65% de la consommation, c'était le chauffage. Du coup, comment moins consommer d'énergie? Ben, rénover son logement. C'est le sens de l'accompagnement du service public Rénov Futé qu'on vous propose. Sur le territoire, donc sur la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche, il y a un dispositif spécifique qui est l'OPA-RU. Alors, c'est un peu un nom barbare. C'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Donc, en fait, c'est un dispositif spécial qui est mis en place par l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, et par la communauté de communes, qui apporte un accompagnement gratuit et des aides financières à des ménages sous conditions de ressources. Et donc, avec un périmètre renforcé dans 2 centres anciens, Viviers et Bourg-Saint-Andéol. C'est une opération qui a lieu jusqu'en 2027, donc qui va durer 5 ans, et qui touche à plusieurs types de travaux, donc de rénovation énergétique, mais aussi d'adaptation du logement au handicap, de ravalement de façade, de réfection des parties communes, et qui est ouvert aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétaires. C'est un dispositif qui est porté par Urbanis, donc il y a des permanences à la communauté de communes de la Draga à Bourg-Saint-Andéol, tous les vendredis matins, avec leurs coordonnées ici, que je vous laisse prendre en note. À la Draga, qui fait des permanences, il y a aussi le service public Rénov Futé. Donc ça, c'est nous. Nos missions en Ardèche, elles sont de plusieurs types. C'est sensibiliser. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire ici. C'est sous forme de webinaires, de visites de sites, de conférences. On organise aussi des balades thermographiques où on scanne les bâtiments à la caméra thermographique pour voir leur déperdition. Également, on informe. Donc, vous pouvez nous joindre du mardi au vendredi à notre standard. On répond à vos questions. Mais également, on conseille et on oriente. Donc ça, c'est le sens de notre permanence à Bourg-Saint-Andéol. Donc 2 fois par mois, on vous accueille à notre permanence pour vous conseiller sur votre projet de rénovation. Donc faire un peu le point techniquement et aussi au niveau des aides financières, ce qu'il est possible de faire. Donc ça, voilà, pour vous dire que la permanence, elle est le vendredi matin à Bourg-Saint-Andéol. Je vous laisse également prendre nos coordonnées, mail et téléphone. Et enfin, sur la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche, vous pouvez aussi avoir accès à des permanences d'un architecte conseil. Donc, il y a aussi lieu le vendredi matin. Tout est le vendredi matin à la Draga. Ça, c'est pour vous conseiller plus sur les démarches d'urbanisme. Donc, au niveau de la déclaration préalable, du permis de construire, sur les dossiers qu'il y aurait à monter et pour vous accompagner également dans la faisabilité technique et les conseils d'ordre général d'ordonnancement des travaux. Et surtout l'aspect de qualité architecturale aussi du projet. Merci, Jessia. Voilà pour la présentation.
que j'ai faite assez rapidement. Donc, si vous avez des questions pour creuser un point, on peut revenir sur des slides, que ce soit sur les coupures d'électricité, sur l'approvisionnement en gaz, sur l'accompagnement qu'on propose avec Renault Futé ou avec l'OPA RU de la Draga. La parole est à vous dans le chat ou en levant la main. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps, par exemple, de noter les coordonnées qui étaient données à la fin. Donc, je vais essayer de les remettre dans le chat. Comme ça, vous pourrez les réinscrire tranquillement s'il y a besoin. Alors, on a une question de Sonia. Les accompagnements dont vous avez parlé sont-ils accessibles sur la communauté de communes de Privas? Alors, en effet, tout le monde n'est pas forcément sur la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche. Alors ça, c'est le service public de la rénovation énergétique en Ardèche. Donc là, pour vous, vous dépendez de Renault Futé Centre. Donc, les communautés de communes qui sont dans le centre Ardèche, elles ont décidé d'internaliser le service. Et donc, c'est la CAPCA autour de Privas, donc la communauté d'agglomération de Privas, qui gère ce service. Donc, je vous laisse noter les coordonnées de Renault Futé Centre, téléphone et mail, et c'est eux qui peuvent vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre logement. Je vois qu'on a aussi une question sur le photovoltaïque. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On a fait des conférences là-dessus avec Renault Futé. Et en fait, nous, notre accompagnement, il est surtout sur la rénovation énergétique. Donc, c'est des travaux qui visent à faire des économies d'énergie. Le photovoltaïque, en fait, c'est produire son énergie différemment. Il se trouve qu'il y a une aide de prime à l'autoconsommation. Vous pouvez nous contacter, on a un mail d'information à ce sujet. Mais en fait, il y a une petite prime d'environ 1 000 € quand vous êtes en autoconsommation plus revente de surplus. Alors, je vois qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu tardivement. On est plutôt en fin de présentation là et du coup, on prenait les questions sur tous les sujets qui ont été abordés par Renaud Futé. Donc, du coup, voilà, la question n'a pas forcément été posée, mais on pourra rediffuser la présentation si besoin. Alors, il y a une nouvelle question là, Corentin, je te laisse répondre. Ouais, Renault Futé existe partout en France. Alors, en fait, Renault Futé, c'est le service public donc de la rénovation énergétique. C'est le nom du service public en Ardèche. Alors, il existe partout en France, mais il a des formes différentes. Parfois, il est internalisé dans les communautés de communes, parfois, il est assuré par une association comme nous. Vous pouvez, en fait, sur France Rénov, donc en vous connectant sur France Rénov, voir de quel service vous dépendez. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, c'est trouver un espace conseil et vous pouvez trouver en fonction de l'endroit où vous habitez la structure qui peut vous accompagner dans votre projet de rénovation. Donc aussi bien sur les volets techniques que financiers. Hop, j'ai envoyé à une seule personne. Voilà, c'est bon. Alors éventuellement, après moi, je peux rentrer un peu plus en détail dans la rénovation, si jamais il n'y a pas d'autres questions avec les différents postes qu'il est important de traiter pour faire une rénovation performante. Alors, est-ce qu'il y a des plans prévus de rénovation thermique pour les bâtiments collectifs, notamment ceux des collectivités locales? C'est une bonne question. Alors nous, on a de l'accompagnement pour le petit tertiaire privé, donc c'est même pas le tertiaire public. Pour des bâtiments de moins de 1 000 m², on a des financements pour accompagner les tertiaires privés à faire des travaux de rénovation énergétique.
Alors en Ardèche, pour les bâtiments collectifs, on les renvoie vers le syndicat des énergies, le SDE 07. Mais je ne sais pas après au niveau national ce qu'il en est. Alors sur la liste des usagers du service prioritaire de l'électricité, non, j'ai pas d'informations à ce sujet. En tout cas, l'étude de RTE n'en donne pas sur les priorités en cas de coupure. On a une nouvelle question du coup, Corentin, dans le chat. Quelles sont les premières étapes de rénovation thermique des bâtiments Ouais, individuels, privés? c'est bien, Est-ce je que vais- tu peux du coup dérouler voilà, c'est peut-être ça, la je présentation vais enchaîner bonus? avec la présentation bonus, ouais. J'ai Parfait, peur que ça fasse long, en fait, ma première présentation, mais j'avais prévu des choses super. pour parler un peu de rénovation des bâtiments. Alors, il va falloir que j'aille la retrouver, mais alors je vais changer de présentation. Hop, tac. Alors, quand on parle rénovation énergétique, c'est important d'avoir ce graphique en tête sur les déperditions énergétiques d'un logement. Le premier poste de déperdition, c'est la toiture, pour 30% des déperditions. Ensuite, c'est les murs, pour 25%. Ensuite, c'est l'air renouvelé. Donc ça, c'est toutes les fuites d'air qu'il y a dans votre logement qui sont dues à des défauts d'essentialité, donc des fissures, des mauvais joints aux portes, aux fenêtres, aux toits, etc. Ensuite, c'est les fenêtres. Ensuite, le sol. Et ensuite, ce qu'on appelle les ponts thermiques. Donc ça, c'est une mauvaise jonction d'isolation qui fait que le mur peut se refroidir et entraîner le refroidissement de votre maison. Donc, moi, souvent, quand on vient me voir en conseil, je parle d'abord du toit. Déjà, voir si le toit il est bien isolé. Donc là, différents types de modes d'isolation. L'isolation, ce qu'on appelle en comble perdu. Donc, en fait, vous déroulez de l'isolant ou vous soufflez de l'isolant au plafond de vos combles. C'est ce qui est le moins cher et même ce qui est aussi plus efficace parce que ça diminue, ça fait que le volume chauffé est plus petit. Bien sûr, si on veut utiliser ces combles, il est nécessaire d'isoler ce qui s'appelle en rampant de toiture. Donc là, soit par l'intérieur, c'est-à-dire qu'on vient mettre en fait des couches d'isolant entre les chevrons et ensuite on vient mettre un doublage. Et là, on a des combles qui sont dites aménagées. Soit ce qui s'appelle en sarking, c'est par l'extérieur. Donc en fait, on vient mettre une isolation par-dessus les chevrons et ensuite on vient mettre un littelage, puis la couverture qui vient se prendre directement dans les chevrons à travers l'isolant. Au niveau des murs, il y a deux méthodes. Isolation par l'extérieur, isolation par l'intérieur. Isolation par l'extérieur, on a deux systèmes. Soit on vient mettre une ossature, donc c'est carrément des montants en bois sur le bord de la façade, où on vient plaquer de l'isolant dedans. Et ensuite faire un bardage, c'est-à-dire une finition en métal, en bois, ou alors on met un enduit, un crépi. Soit les panneaux calés chevillés, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est l'isolation en panneaux de polystyrène qui sont en fait simplement vissés, vissés dans le mur avec des chevilles. Ou alors isolation par l'intérieur, donc soit maçonné, soit entre ossature, soit collé. Alors on est souvent en train d'expliquer les avantages et inconvénients de l'isolation par l'extérieur, de l'isolation par l'intérieur. L'isolation par l'extérieur, elle permet souvent de mieux traiter les ponts thermiques, aussi d'être plus performante parce qu'on peut mettre un peu l'épaisseur qu'on veut. En revanche, elle est plus chère, elle nécessite de faire attention
tout ce qui est présent sur la façade, donc les volets, les chenaux, avoir une casquette de toit un débordement de toit qui est suffisant pour pas que l'isolation prenne la pluie. L'isolation par l'intérieur, elle est moins chère à mettre en œuvre, mais il y a d'autres types de complications, toute la plomberie, toute l'électricité qu'il faut décaler, et aussi la diminution de la surface habitable, ce qui parfois n'est pas négligeable quand on a des petits espaces. Le remplacement des menuiseries. On est beaucoup sollicité sur ça, on a beaucoup d'appels sur le remplacement des menuiseries. C'est un des postes qui est le moins aidé par les aides financières en cours. Donc, il y a deux paramètres qui sont importants de connaître. Bon, après, ça fait un peu entrer dans les détails techniques, mais c'est le SW, c'est le coefficient qui traduit la pénétration du soleil à travers la fenêtre. Et le UW, c'est son isolation de la fenêtre, en fait. C'est la déperdition thermique qu'elle a. Et donc, il y a des critères techniques sur les fenêtres à mettre en œuvre pour pouvoir bénéficier des aides. Différents types d'applications des menuiseries. Souvent, les artisans, enfin souvent, pour diminuer le coût, en fait, on propose des poses dites en rénovation. C'est-à-dire qu'en fait, on garde le dormant existant et on vient mettre un nouveau dormant par-dessus. Alors ça, c'est pas la solution que nous, on préconise parce que elle présente une mauvaise étanchéité et puis également une perte de luminosité. Donc il y a différents modes de pose de la fenêtre qui peuvent être utilisés. Et ça dépend un peu là, à ce moment-là, de comment vous faites votre isolation. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir une jonction d'isolant performante entre le mur et la fenêtre. Donc si on veut isoler par l'extérieur, le mieux, c'est de poser sa fenêtre, ce qui s'appelle au nu extérieur, donc en applique extérieur. Et à ce moment-là, l'isolant fait une bonne jonction avec la fenêtre. Donc là, on a quelque chose de performant. Ou alors, si on l'installe en tunnel, donc ça veut dire au milieu du mur, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une isolation sur les retours des tableaux. Donc c'est la petite partie en jaune là qui est transversale entre la fenêtre et l'isolant, qui permet de ne pas avoir de pont thermique au niveau de la jonction mur-fenêtre. Ça, c'est assez important parce que si le mur se refroidit, après, on peut avoir de la condensation autour de la fenêtre. Ça peut générer des pathologies du bâtiment, donc des moisissures, par exemple. Et si on isole par l'intérieur, bah là, c'est mieux de mettre sa fenêtre au nu intérieur, donc qui fasse la continuité avec l'isolation intérieure du bâtiment. Et sinon, en feuillure, donc là, c'est quand elle est encastrée dans le mur. Et à ce moment-là, il faut aussi un petit retour d'isolant entre la fenêtre et l'isolation du mur. Des critères de choix sur le matériau, bois, aluminium, PVC. Les trois ont des bonnes performances thermiques. C'est essentiellement souvent le coût qui fait choisir entre les différentes solutions, parce que le bois peut être jusqu'à 2 fois plus cher que le PVC. Au niveau du triple vitrage, on a souvent la question. C'est pas quelque chose qu'il faut forcément aller chercher, c'est vraiment quand on est dans un bâtiment qui est très performant. Et la différence double vitrage, triple vitrage va pas forcément être sensible. Il vaut mieux aller chercher une meilleure isolation du mur, du toit, traiter son plancher bas, plutôt qu'aller mettre un triple vitrage sur sa fenêtre. La ventilation, c'est souvent un peu le point noir des rénovations, parce que en fait, quand on améliore l'isolation de sa maison, donc les murs, les menuiseries, le toit, en fait, on rend sa maison un peu plus étanche à l'air. Et en fait, il faut qu'il y ait une ventilation dans un logement pour évacuer les polluants, pour réguler le taux d'humidité. Parce que quand on cuisine, quand on se douche, etc., on émet en fait énormément de vapeur d'eau, de la vapeur qui peut ensuite générer des moisissures si on n'a pas une bonne ventilation dans son logement. Donc à minima, une ventilation simple flux de base. Après, il existe des améliorations avec la ventilation qui est hygro-variable, donc qui varie en fonction du taux d'humidité. Et après, la double flux, donc qui permet un échange d'énergie entre l'air sortant et l'air entrant dans le logement. Donc voilà. Euh, L'intérêt de la ventilation pour traiter les moisissures, mais aussi simplement pour la santé, c'est que tout ce qui est peinture, éléments plastiques, ils dégagent ce qui s'appelle des COV, c'est des composés organiques volatiles, qui en fait sont nuisibles à la santé, et donc d'où l'importance de la ventilation. Et l'étanchéité à l'air, alors ça c'est un point également important qui vient une fois que vous avez bien géré votre isolation des murs, du toit, des fenêtres, du plancher bas, etc. C'est les déperditions qu'on voyait au début, là, les déperditions par renouvellement d'air. C'est toutes les petites imperfections de jonction entre les isolants, entre les fenêtres et le mur, etc. Donc là, on voit une étanchéité qui a été faite avec le scotch bleu là, entre les différents
entre les murs et les fenêtres, entre les différentes portions d'isolant. Et donc, c'est pour éviter cette déperdition par le renouvellement d'air. Bien sûr, une fois qu'on a bien rendu sa maison étanche à l'air, il faut une ventilation. Il faut une ventilation pour assurer ce renouvellement de l'air qui est indispensable.